Nous sommes engagés. Public. Bonjour et bienvenue à cet autre épisode des Engagés publics. Je suis Jean-Samuel Plante et je suis accompagné de François Larouche et de Louis-Philippe Valiquette. Donc cette semaine à l'épisode, on s'intéresse à la vallée des SNC-Lavalin et à la rebuffade du gouvernement Legault sur le dossier de l'immigration. Aussi cette semaine, on a une entrevue avec Yves-François Blanchette qui a été réalisée par Denis au courant de la semaine passée. On vous invite à aller écouter l'épisode précédent. Ainsi que la semaine prochaine, on va avoir un épisode avec Sylvain Lévesque, député de la CAQ, sur la souveraineté puis l'engagement qui va être au menu. Donc on vous invite à écouter ça la semaine prochaine. Ne manquez pas ça. OK, donc on va plonger dans les nouvelles. Première chose, le scandale SNC-Lavalin. Donc, tout de suite après que Outremont soit redevenu libéral et que Jack Minchin ait gagné son pari dans Burnaby Sud, la saga SNC-Lavalin a pris une nouvelle tournure. Donc, on a le proche conseiller, puis c'est l'ami personnel de Justin Trudeau, Gerald Butts, qui a démissionné pour prendre le blâme. Puis, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SNC-Lavalin était accusé, mais s'il est accusé au fédéral, il ne va pas pouvoir bider, il ne va pas pouvoir soumissionner sur des contrats avec le gouvernement fédéral, et donc ça peut causer un problème. Il y a un mécanisme qui est en place qui permet aux gens de reconnaître leur culpabilité, de payer une amende, mais de ne pas être accusé au criminel et donc de ne pas être victime là, de ce processus-là. C'est fait partout dans le monde, puis dans le fond, c'est pour éviter que des grandes compagnies ferment du jour au lendemain, puis qu'il y a des milliers d'emplois soient perdus. Okay. La chose qui est arrivée, c'est la ministre... Wilson Raybould. Oui, Wilson Raybould, qui était procureure générale. Dans le fond, c'est elle qui devait faire le processus là, d'éviter des actions criminelles. Puis, elle a eu beaucoup de pression du bureau du premier ministre potentiellement, et justement de Gerald Butts, pour faire ce processus-là. Puis, elle a dit, dans le fond, que cette pression-là est pas criminelle, mais c'est une pression qui est pas éthique, parce qu'elle devrait prendre la décision avec une vision de la justice, puis pas une vision politique de la chose. Donc... La nouvelle, en fait, c'est que là, aujourd'hui, elle a, au moment où on enregistre, elle a confirmer ça, parce que jusqu'à maintenant, ce qu'on avait comme info, c'était des feeds du Washington Post, de la Gazette, je crois. Ouais, pas du Washington. On n'est pas... Effectivement. C'est un pli professionnel. Donc, pour reprendre ses mots exacts, elle a dit que ces personnes ont cherché à s'ingérer politiquement dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la poursuite dans une tentative inappropriée pour que SNC-Lavalin obtienne un accord de réparation. Donc, hier soir, Trudeau a dit qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions de la ministre, puis qu'il n'y avait pas du tout la même perception. Puis Andrew Scheer, dans un geste qui est quand même assez rare, a demandé la démission du premier ministre. On voit souvent des demandes de démission de ministres, mais une demande de démission du premier ministre, c'est quand même intense. François, est-ce que tu es pour la vertu ou sauver des jobs? Pourquoi pas les deux? Moi, j'aime beaucoup l'approche quand même de Yves-François Blanchet sur le sujet. T'sais. C'est sûr qu'il n'ira pas cautionner les gestes d'SNC, les pots de vin qui ont été versés pour avoir des contrats, mais il invite simplement à protéger les emplois du Québec, puis à ce que le processus que tu as nommé suive son cours. Puis demande de précision de ma part, quand tu disais que faut que les gens reconnaissent leur culpabilité, c'est les individus qui doivent le faire. Donc, ce serait quelques employés? La différence, c'est que SNC-Lavalin a été poursuivi. Il y a des individus de SNC-Lavalin qui ont été poursuivis, mais là, le cas qu'on regarde présentement, c'est la compagnie, la société de personnes, là, qui est le terme légal, mais c'est SNC-Lavalin Inc. qui se fait poursuivre au criminel. Ce qui est très rare là, qu'une entreprise se fasse poursuivre. Puis c'est là que, dans le fond, si ça l'arrive, c'est que l'entreprise peut plus soumissionner sur aucun contrat fédéral. Mais par exemple, je sais que, mettons, le centre de recrutement de l'armée à Montréal, c'est SNC-Lavalin qui le gère. Fait que là, du jour au lendemain, le gouvernement fédéral perd un paquet de gestionnaires de ces immeubles. Parce que le gouvernement fédéral, il faut savoir qu'il a beaucoup passé à un mode locatif de ses... il s'est débarrassé de beaucoup de propriétés, puis il est en mode locatif. Fait que là, comme le centre de recrutement de Montréal, par exemple, doit déménager, genre. Mais qui doit
se déclarer coupable? Ben, c'est que s'ils sont poursuivis criminels, sont déclarés coupables par un juge. Tu parles d'un processus de réhabilitation. Ben, le processus de réhabilitation, c'est pour éviter d'aller en procès. Oui, c'est ça. Mais qui doit se déclarer coupable? C'est le procureur général qui doit offrir la chance à SNC-Lavalin de ne pas aller en procès puis juste de payer une genre d'amende. C'est le seul processus? Ben, soit qu'ils s'en vont en procès criminel ouais. ou que le gouvernement leur offre une chance de sauter le procès, dans le fond. Fait qu'ils plaident pas coupables ou quoi que ce soit. Ils font juste avoir une deuxième chance puis donner du cash. Ouais. Puis ils disent, ben, genre, ce que vous dites, c'est vrai qu'on l'a fait, mais c'est pas criminellement coupable. De ce que j'ai compris des médias, je suis pas juriste. Mais ce qui est intéressant aussi là-dedans, vraiment, c'était l'argumentaire du bureau du premier ministre, puis tu voyais l'influence du Québec là-dedans. C'était comme, ouais, mais là, tu sais, le premier ministre, il est en Papineau, puis tu sais, c'est dans le Québec. Fait que si on perd des jobs au Québec, ça serait pas bien. Fait qu'il faut comme un peu protéger ça. C'était clairement politique comme influence. Oui, clairement. Puis ça devrait pas l'être, mais en même temps, l'offre de réparation, ou le titre exact, c'est l'accord de réparation, est là avec une certaine visée politique. Tu sais, ce processus-là qui a d'abord été créé, je pense, aux États-Unis, a quand même une certaine visée politique pour dire, ben oui, on a une loi, puis cette loi-là devrait s'appliquer pour... puis là, on rentre peut-être que le côté capitalisme, tout ça, mais c'est too big to fail, c'est qu'on peut pas se permettre on peut pas se permettre ça, puis c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un accord de réparation. Puis, je comprends que d'un côté... ça peut être appliqué à n'importe quelle compagnie. Puis, tu sais, c'est surtout pour des trucs qui ont été faits à l'extérieur du Canada. Je ne sais pas si ça a surtout rapport avec, avec ce genre de relation-là, mais tu sais, je pense que SNC est quand même en danger suite à s'ils vont en procès criminel ou quoi que ce soit. Je pense que la société SNC en tant que telle est en danger. Mais bon. Après ça, il faut regarder ça d'un autre œil. Les libéraux, on peut dire c'est pas la première fois qu'on a un petit scandale du genre. On peut revenir au scandale des commandites, où est-ce qu'il était pas mal pris avec justement des compagnies privées. Je veux dire, on n'a toujours rien réglé. J'ai l'impression qu'on a mieux géré ça au Québec avec l'unité permanente anticorruption, puis avec la commission qui a eu lieu. J'ai l'impression je pense que c'est différent quand même. Là. SNC a fait des gestes à l'extérieur du pays pour avoir des contrats, ce qui est quand même, pour le dire, des fois souvent la norme des pots de vin pour avoir des contrats dans certains pays. Là. Puis alors que l'unité anticorruption, elle s'attaque à une corruption ici au pays. Non, mais ici, je parle pas de SNC par rapport à l'extérieur, mais je parle plutôt de la relation entre le bureau du premier ministre puis SNC. L'influence politique. Exactement. Ouais, mais je pense que SNC n'a rien demandé au gouvernement. En tout cas, de ce qui filtre, pour l'instant. Il n'y a pas eu de... Le scandale, c'est l'implication du pouvoir politique dans le pouvoir judiciaire, mais il n'y a pas eu de corruption dans le sens que c'est pas SNC qui a fait pression pour pas se faire accuser. Là. Sinon, l'autre affaire qui est vraiment intéressante, puis je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais on dirait vraiment que ce scandale-là colle à Trudeau puis à la marque libérale. Ouais. C'est la première fois, juste avant l'élection en plus, mais c'est la première fois en presque 4 ans qu'il y a quelque chose qui vraiment ternit son image, va le rendre moins sympathique, où il est visé personnellement, il aurait fait pression. Même si quand on lit le verbatim de la principale intéressée, il a l'air tout gentil dans la manière qu'il exprime, mais on dirait que ça peut vraiment le faire tomber. En même temps, là, si c'était GM qui avait fait ça, là, puis si c'était GM qui avait fait des choses criminelles dans un autre pays, puis là, qui était poursuivi au Canada à cause de ça, puis là, le gouvernement pouvait sauver GM, puis le gouvernement a fait pression pour GM, ce serait un acte patriotique que Trudeau a fait pour sauver l'industrie automobile en Ontario, puis je suis pas sûr qu'il y aurait la scandalite aiguë. Hein? Donc, c'est le Québec? Je pense que c'est le... Je pense que le Québec Inc., comme toutes les entreprises québécoises qui ont été à un certain point, je pense qu'ils ont été à un certain point intégrées au sentiment nationaliste du Québec. Puis, tu sais, c'est devenu des tu sais, quand on dit les fleurons québécois, ça sort pas de nulle part. Tu sais, c'est des fleurons vraiment parce qu'on parle que c'est
ça vient du Québec, c'est quasiment comme dans notre ADN que ce Québec Inc.-là existe. Puis chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe avec ces compagnies-là, puis là, on peut repenser à Rona puis à Saint-Hubert. C'est plus émotif. C'est exactement, c'est pas seulement... On pense pas seulement en termes économiques, peut-être qu'on va perdre des jobs, etc. Non, on parle aussi c'est une pièce de notre nation qui se sépare de nous violemment, arrachée par un acteur extérieur. C'est vraiment comme si le nationalisme était en train de mourir une compagnie à la fois. Fait que, je comprends qu'on ait vraiment une réaction hyper viscérale à ce propos-là. Puis, comme JS vient de le faire, je pense que c'est une réaction peut-être normale dans notre contexte ici, mais une réaction qu'ils ne peuvent pas comprendre à l'extérieur. Tu sais, quand je travaillais au Cirque du Soleil, par exemple, je chantais une fierté québécoise par rapport au Cirque du Soleil, mais je ne chantais pas nécessairement une fierté canadienne par rapport au Cirque du Soleil, ou beaucoup moins grande. Je veux dire, les Canadiens d'Ontario n'étaient pas comme « je suis fier d'avoir créé le Cirque du Soleil », mais si on était une nation, puis si on était un vrai pays, ben, ça serait le cas, là. Fait que la même chose pour SNC-Lavalin, c'est comme c'est la compagnie des Québécois, à place de dire ben c'est une fierté canadienne, puis oui, ils ont fait des erreurs, mais il faut qu'on puisse continuer, là. Je sais que c'est quand même un dossier pas mal fédéral, là, canadien, mais est-ce que Legault devrait en parler plus? Est-ce que Legault devrait défendre les travailleurs un peu plus? Ben, il faut qu'il fasse attention parce que lui aussi pourrait se retrouver dans la même situation. Ou est-ce qu'il y a un acteur politique interfère dans un processus judiciaire? Fait que je pense que c'est pour ça qu'il fait quand même attention. C'est quand même à la base de la séparation des pouvoirs. Puis je pense que si on regarde un peu ailleurs dans le monde, ils ont justement des problèmes avec ça. Faudrait peut-être pas s'immiscer dans le même genre de débat. Mais c'est un bon sujet. On pourrait peut-être expliquer dans le fond c'est quoi pourquoi c'est important de ne pas faire pression sur un de ses ministres. Parce que d'habitude, on va se le dire. Puis ça, c'est une affaire que je voulais dire qui est super intéressante avant que je t'invite à nous expliquer c'est quoi. Quand tu lis le verbatim de ce que l'ancienne ministre dit de Justin Trudeau, pour avoir été dans un cabinet, en fait dans un gouvernement, puis de ce que j'ai vu puis entendu de ministres qui se parlent puis qui se font pression, c'est totalement le genre de discussion que t'as, là. C'est totalement genre de... C'est une game politique de « OK, est-ce que tu peux-tu m'aider là-dessus? Dans mon comté, il y a telle affaire. On peut-tu arranger ce dossier-là? » C'est du langage d'affaires pour arranger une situation ou créer des situations. Mais c'est intéressant de savoir pourquoi on ne peut pas le faire avec le ministre de la Justice. Bien, on va prendre, mettons, les États-Unis parce que la séparation est plus claire, puis après ça, on reviendra au Canada. Aux États-Unis, tu as un président qui est élu, puis lui, il se fait un cabinet ministériel. Puis eux sont là pour gérer des ministères. Donc, l'agriculture. Qu'est-ce qu'on va faire pour opérer l'agriculture aux États-Unis? Tu as le président de la branche exécutive. Après ça, tu as le Congrès. Lui vote, puis le Congrès, le Sénat, là, vote des lois. Donc, la peine de mort ou ce genre de choses-là, malgré qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus dans les États que c'est décidé. Mais bon, le Congrès vote des lois et vote le budget. Donc, il dit au gouvernement, le gouvernement dit on aurait besoin de tant. Le Congrès vote le budget, puis là, après ça, au gouvernement, au président, voici le budget pour le gouvernement cette année. T'exécutes ce que c'est l'exécuteur. Puis après ça, tu as une charte des droits. Il n'y a pas de charte, là, mais il y a la Constitution, puis tout ça. Tu as des espèces de gardiens qui s'assurent que le gouvernement et le Congrès, une fois que le Congrès a voté des lois, puis une fois que le Congrès a voté des lois, il s'assure que l'exécutif respecte non seulement les lois votées par le Congrès, mais aussi la Constitution, puis que les citoyens en général respectent ça. Ce qui va être très important dans les prochains mois. Dans les prochains mois avec Trump. Puis là, ces trois pouvoirs-là sont là pour se balancer. Fait que t'as l'exécutif qui est en charge d'opérer, t'as le Congrès qui a des visions plus globales du gouvernement puis donne le budget. Ouais. Après ça, t'as le judiciaire qui est là pour s'assurer que tout le monde est traité également puis que le gouvernement respecte les lois qui ont été votées. Okay. Maintenant, au Canada, ce qui est compliqué, c'est que c'est pas mal plus intégré. Dans la mesure où est-ce que tu as des députés qui sont élus, fait qu'eux autres deviennent le Congrès, mais parmi ces députés-là, on décide d'en prendre une coupe puis de les faire devenir la branche exécutive. Fait que le premier ministre il est à cheval. Il est président de l'exécutif. Il est député. Tu sais, au final, le premier ministre dans le Parlement, c'est un simple député. Il n'y a pas rien de spécial. Il n'est pas le président de la Chambre. Il y a un président de la Chambre qui gère les votes de loi et tout ça. Donc, puis après ça, tu as le judiciaire. Mais le judiciaire, on a un ministre de la Justice qui, lui, est là pour organiser l'opération de la justice. Mais c'est pas lui qui doit prendre les décisions. Mais par son rôle d'organiser la justice, il prend des
il fait, tu sais, quand je parle des décisions, c'est des décisions judiciaires, là, comme un juge. C'est pas un juge, mais lui, il faut qu'il organise la justice. Fait qu'au final, dépendant des gens qui nomment, des budgets qu'il donne, tu sais, de la manière qu'il organise la justice, ben, il va venir influencer le déroulement de la justice. Fait que c'est important qu'il y ait des murs entre ces choses-là. Puis, ben là, c'est là où est-ce que tu as le ministre de la Justice qui organise le système judiciaire, qui se fait faire pression par le premier ministre, puis c'est pas là que le premier ministre devrait faire pression. Parce que d'habitude, il est supposé avoir un mur entre le premier ministre puis son ministre de la Justice sur pas mal toute la direction du ministère de la Justice. Puis... Il y a le poste de ministre de la Justice, mais aussi t'es procureur général. Puis procureur général, ça veut dire que t'es le chef de la justice. Puis c'est un rôle à double tête. Puis le procureur général, lui, son rôle doit être séparé de celui de l'exécutif, là, du gouvernement. C'est comme si on le simplifie, c'est comme si le premier ministre disait à son ministre de la Justice et procureur général, tu vois le dude X, rend-le coupable ou envoie-le en prison. Ça serait une intervention. Ouais, clairement. Ouais. Sinon, justement, si on parle du législatif qui influence l'exécutif, on a eu, dans le dossier de la réforme de l'immigration du gouvernement Legault, en début de session, le gouvernement Kakis a déposé le projet de loi 9 pour réformer le système d'immigration. Puis, dans le fond, tu avais 18 000 dossiers qui étaient en traitement, mais qui ne correspondaient pas nécessairement à des besoins économiques. Donc, c'était des gens qui avaient appliqué pour pour immigrer au Québec, mais il n'y avait pas nécessairement c'est pas lié à un besoin ou nanana, c'est juste, on accepte tant de gens par année, il faut qu'il y ait tel critère, s'ils répondent à tel critère, on les accepte. Le gouvernement Legault, eux, veut que, sans nécessairement que ça soit genre, t'as une promesse de job, mais c'est comme, on a besoin de, je sais pas moi, 18 000 ingénieurs mécaniques. Ben, si t'es ingénieur mécanique, là, tu peux appliquer. Mais il faut que ça soit connecté à un rôle. Par contre, il y avait ces 18 000 dossiers-là, puis le gouvernement a dit, ben, ça va être trop compliqué de les traiter, puis dans le fond, ils répondent pas à des besoins économiques, fait qu'on les scrape. Puis, il y a eu une vive réaction de la part de l'opposition et du milieu juridique. Le Parti libéral a dit qu'on pourrait traiter les 18 000 parce qu'un volume encore plus grand a été traité l'année dernière. Le barreau canadien a clamé aussi que l'abandon était illégal. Finalement, des avocats ont déposé une requête pour forcer le gouvernement à les traiter et c'est pourquoi la Cour supérieure a émis une injonction de 10 jours forçant le ministère à poursuivre le traitement des dossiers. LP, es-tu tanné de te faire voler des jobs? Non, je pense pas qu'on a tant de problèmes de ce côté-là. En fait, tu sais, je pense que le plan du gouvernement Legault, du moins ce qu'ils nous ont promis, c'est que on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Ouais. OK? Puis ils vont être des maternelles 4 ans après ça. Oui, c'est ça. Mais, tu sais, je veux dire, le côté intégration, pour moi, c'est ça le volet le plus important. Après ça, traiter des demandes... Je veux dire, après ça, une fois qu'on a décidé combien de personnes qu'on allait prendre, qu'il y ait 18 000 demandes en attente ou pas, je veux dire, il doit avoir moyen de traiter ça en faisant la transition ou de leur faire signer quelque chose avant de s'en venir. Je veux dire, c'était quoi l'urgence de jeter aux poubelles ces 18 000 dossiers-là? Je veux dire, c'est parce qu'il y avait selon eux, il y avait un nouveau système d'immigration. Donc, ces dossiers-là ne correspondaient pas à leur nouveau système. Fait que c'est comme, recommencer ça comme tout le monde parce que... C'est chiant, tu donnes une clause grand-père puis t'es fait transiger. Je pense que ce qui était le plus chiant, puis c'est là qu'on peut débattre, mais ce qui était le plus chiant, c'est qu'il y avait des gens qui habitaient au Québec, qui avaient appris le français. Qui sont parfaitement intégrés. Qui sont parfaitement intégrés. Ça, je pense que c'est indiscutable que ces gens-là devraient continuer à pouvoir appliquer. Parce qu'en plus, on parle juste de traitement, on parle pas d'accepter 18 000 personnes de plus. Non, c'est juste de les traiter, là. C'est pas... c'est la job du gouvernement de faire sa job, là. Là, après ça, quelqu'un qui vient de déposer son formulaire, qui a commencé son traitement, ben est-ce qu'on peut dire, OK, ben il va y avoir un formulaire supplémentaire à remplir, puis vous revenez à la case départ, mais il y a ces nouvelles choses-là à remplir, puis il faut que vous ayez tel critère qui a été ajouté. Ça, je pense que oui, parce que je veux dire, un gouvernement peut dire, ben il y a des nouveaux critères, puis il faut vous répondre à ces nouveaux critères-là, particulièrement si les gens ne sont pas encore ici, puis ils n'ont pas, c'est parfait, ils n'ont pas ça. Mais de là à jeter le dossier complètement, ça, je pense pas que c'est... Puis après ça, ils peuvent probablement, je veux dire, j'ai pas les deux pieds dans le dossier, là, mais j'imagine qu'il doit avoir moyen de faire de la priorisation. Tu prends ceux qui habitent au Québec ou tu prends ceux qui tombent dans une case ou un autre.
t'es mets en avant parmi les 18 000, là, t'es mets en avant. Puis ceux que ça fait 6 ans qu'ils ont fait leur demande, que ça n'a toujours pas été traité, puis qui attendent 6 mois de plus ou 6 mois de moins, de toute façon, sont pas au Québec. Aujourd'hui, cet après-midi, le premier ministre a dit exactement qu'il allait faire ce que tu viens de dire. Bon, j'aurais dû l'écouter. Sinon, on va parler du radeau de la Méduse. L'ancienne députée Carole Poirier est devenue directrice générale du PQ. Elle a succédé à Alain Lupien. Donc, avant d'être élue en 2018, Carole Poirier a longtemps travaillé au bureau de circonscription de sa prédécesseur Louise Arel, puis elle a été directrice de cabinet. La presse a révélé que le PQ est au bord du gouffre financier. Tout l'argent serait drainé par le national. Donc, dans chacun des comtés, les gens accumulent l'argent, puis il y a une part qui s'en va au national, donc à la permanence. Mais là, la nationale aurait récuit tout l'argent qui était dans les comptes des comtés. Et certaines dettes. En même temps. Pour faire rouler le national. Ouais. Jean-François Lisée va sortir un livre sur ses 2 ans comme chef du PQ, puis il dément la mort imminente du PQ. François, es-tu content d'être sauté à l'eau avant? Ah, c'est chiant. Continue. Puis d'avoir continué à nager. Ça me fait un plaisir de ne pas lire dans les notes d'épisode ce que tu vas me dire, que ce soit naturel, et voilà. Est-ce que je suis content d'avoir sauté à l'eau? Ouais, c'est ça, merci. Je me sens comme un rat. Ben, c'est toujours les rats qui quittent le navire en premier. Non, je vais dodger ta question. Je suis pas content. Je suis pas heureux de ce qui s'est passé au Parti québécois, c'est sûr. Mais je suis quand même content que Carole est là. Carole, j'ai aimé travailler avec elle. Elle est très, très, très pragmatique. OK. J'ai toujours trouvé que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de sens, des fois, dans un univers de militants qui ont beaucoup d'idéaux. Mm-hmm. Malgré ça, je me questionne, et si Carole écoute ça, je ne mets aucunement en question ses compétences, mais je me questionne si quelqu'un qui a un background de conseillère politique, c'est la bonne personne pour diriger le PQ comme DG, et non pas quelqu'un qui a plus un background d'organisateur, qui aurait vraiment l'organisation puis le terrain dans le sang. Fait que je m'interroge à voix haute, mais sinon, je suis quand même content que c'est la personne qui... Je veux dire, à un moment donné, il faut qu'aussi, je pense que c'est l'exécutif national qui recrute. Il faut quand même qu'il y ait des CV qui rentrent aussi. Mm-hmm. Fait que, voilà, je sais pas les autres. Fait que tu me dis quelqu'un qui aurait fait, mettons, sa maîtrise de recherche de terrain sur la méthode Obama aurait été un meilleur DG que... Non, j'ai pas d'expérience de gérer une organisation de même. Louis-Philippe, qu'est-ce que t'en penses? Je connais pas vraiment la personne en tant que telle, là, mais je pense que faut quand même peut-être laisser le temps au PQ de retravailler ça, de savoir où est-ce qu'ils s'en vont. Puis, je veux dire, ils ont peut-être essayé de faire la même chose là, quand ils ont fait les tournées, puis le programme avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Bon, peut-être que ça, jusqu'à maintenant, ça l'a pas mené tant que ça à du nouveau. Bon, je pense qu'il y avait quand même des points qui avaient été apportés et tout, mais je veux dire, je pense que le travail est vraiment pas fini. Puis si pour se réinventer le PQ prend 10 ans, ben ça prendra 10 ans. Puis s'il faut qu'il meure, ben il mourra. Puis il y a quelque chose d'autre qui sortira de les cendres. De toute façon, je suis pas mal convaincu maintenant de ce qu'a dit Léo Bureau-Belouin sur nos ondes, là, que la politique provinciale va se municipaliser, puis que les chefs vont de plus en plus siphonner l'air ou tuer l'énergie d'un parti. Fait que ça va dépendre beaucoup de qui va devenir le prochain chef. L'autre affaire qui m'intéresse justement, c'est que est-ce que Carole est quelqu'un qui va être là temporairement? Parce que quand un nouveau chef arrive, ça arrive très souvent, qui amène son personnel, qui amène son staff, qui vient de son équipe de campagne à chefferie, puis qui le place dans le parti. Donc, est-ce que Carole est là pour longtemps? C'est une question. Ben oui, mais souvent, c'est l'ancien DG que souvent... Bon, le chef démissionne souvent à cause d'une défaite électorale. Ouais. Il y a une course à la chefferie, puis souvent, c'est l'ancien DG qui organise la course à la chefferie, puis là, ben, pour ça, il y a une transition. Là, tu as eu une défaite, Alain est parti. Alain avait déjà organisé la course à la chefferie qui a mené à Élysée. Oui, l'a fait. Oui. Mais sauf que Alain avait un plan qui était pas mal plus... Tu sais,
c'était difficile pour un Jean-François Lisée qui arrivait avec Alain qui avait bâti un grand plan puis qui était structuré comme on l'avait rarement vu dans le parti précédemment. C'était difficile pour Lisée de le tasser, tu sais. Tandis que là... Il aurait pu. Oui, il aurait pu. Lisée. Oui, mais par qui, tu sais. Ouais. Je veux dire, il y avait de la structure, puis de ce qu'on a entendu dans les médias, c'était pas nécessairement la connexion qu'il y avait, mettons, entre Pierre Carpellado et Alain Lupien, mais il y avait quand même une certaine entente là, qui fonctionnait. Là. Puis ça m'intéresse aussi de savoir qu'est-ce qui se passe dans les autres partis, parce que là, on vient du PQ, nous autres, on en parle, mais c'est qui les autres DG, puis c'est quoi leur background, puis d'où ils viennent. En tout cas, ça m'intéresse aussi qu'on regarde ça. On en a pas, je n'ai pas parlé, mais ça brasse aussi au PLQ. Mm-hmm. Ah ouais? Il y a eu un caucus à Bécancour la semaine passée, puis les militants sont assez fâchés envers le DG du PLQ, notamment parce qu'il aurait placé des gens, des connaissances, tout ça, dans des postes clés. La bonne manière libérale. Puis, dans le fond, il n'y a pas eu les résultats escomptés. Je pense que le PLQ est en déroute parce que là, ils savent plus. Ils n'ont plus de... Ils n'ont plus de bonbons. Ouais, c'est ça. Fait que là, ils savent plus quoi faire. Sinon, j'aimerais ça revenir quand même sur le livre de Jean-François Lisée. Je trouve ça quand même bien. Faut y donner. On va le lire, là. Mais si son angle, c'est plutôt quelque chose de positif, où il essaye de défendre l'idée d'indépendance, comme quoi c'est pas mort, c'est quand même quelque chose de positif. Il va pas peut-être profiter de l'occasion pour, en tout cas, je l'espère, dire que c'est la faute de tout le monde sauf lui, là. Mais... Faudrait pas. Faudrait pas, mais bon. J'espère que ça va être un argumentaire pour l'indépendance encore. Mais je veux dire, on va se le dire, c'est pas la faute de Lisée. C'est pas à 100% la défaite électorale. Ils ont son rôle à jouer. Il y a un contexte, politique qui fait que Lisée a perdu. Et le PQ. Et le PQ. Ben c'est ça, c'est surtout le PQ, je pense. Lisée n'a pas aidé, mais il y a une historique derrière le PQ qui n'a pas aidé non plus. Fait que, oui, est-ce que là, ça va être la question de à quel point je veux prendre ma part du rôle. Puis le problème, c'est qu'il n'a pris 0 pour l'instant. Ben, c'est ça. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir. Prends-en 30%. Là, ben, exactement. J'étais le chef. Là. C'est ça. Mais je pense pas que tu peux tout attribuer au chef. Là, mais est-ce que c'est un livre que vous allez lire? Ça vous intéresse-tu? On verra bien. Mais j'en ferai un résumé au pire. Ouais, je pense que c'est le genre de livre que tu vois résumé puis des headlines. Là. À part si vraiment s'il y a des trucs d'engagement, genre voici comment vous engagez politiquement, mais oui, ça semble pas être sa force. Il y en a tellement fait pendant qu'il était chef. Ben c'est ça semble pas être sa force. Là, parce que je vais lire le 4e de couverture, là, probablement. C'est bon que ça. Puis rendu là, je prendrai une décision. Sinon, Linda, un Chinois style. Comment ça? Qu'est-ce que tu dis? Donc, Québec solidaire craint que les Chinois prédateurs de terres agricoles s'emparent des différentes terres agricoles au Québec. La porte-parole en matière d'agriculture, Émilise Lessard-Terrien, met en garde contre les prédateurs chinois en quête de terres agricoles dans une entrevue dans la revue La Vie agricole. C'était difficile à dire. Elle souligne que des investisseurs rôdent et visitent les terres pour éventuellement les acheter. Elle reconnaît du même coup qu'un mécanisme fédéral les empêche d'acheter pour le moment. Donc, au niveau des réactions, Québec solidaire a été dénoncé pour son racisme envers les Chinois. Puis, les acheteurs étrangers sont sous la loupe des gouvernements. Donc, Louis-Philippe, est-ce que tu as peur des prédateurs? Oui. En fait, tu sais, depuis le début de l'épisode, je pense qu'on a parlé un peu on parle de SNC, on parle de ces situations-là. Je pense que, tu sais, de plus en plus, dans plusieurs sphères, on commence à réaliser que, finalement, les multinationales, puis les frontières ouvertes, puis tout ça, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on a jamais eue, puis que ça ramène aussi son lot de problématiques. Là, ici, on parle de les acheteurs étrangers qui viennent ici. Après ça, est-ce que le monde est ouvert à tous, les frontières n'existent plus, ou est-ce qu'il faut protéger notre territoire national contre les étrangers en général? Il faut se poser la question. Puis, selon moi, ça fait toute partie de la même problématique. Puis, pourquoi est-ce que, comme on disait tantôt, SNC, c'est une multinationale, méga compagnie. Je veux dire, ce qu'ils ont au Québec, c'est une petite fraction de ce qu'ils ont partout dans le monde. Puis, c'est la même chose pour toutes les autres compagnies qu'on regarde, les minières canadiennes, etc. Problème de
de pouvoir des multinationales qui sortent à l'extérieur de leur territoire national? Je pense vraiment qu'il faut arrêter de la regarder dans... Juste... faut arrêter de la regarder à travers juste le sujet seul. Puis ce dossier-là, il faut que tu le regardes dans l'ensemble de ce qui se passe en ce moment sur la planète, puis tu regardes un peu c'est quoi l'impact de l'achat des terres sur les années à venir. En ce moment, il y a une crise climatique qui n'est pas encore adressée par les gouvernements. Ils n'ont pas de plan. Puis quand tu regardes la transition de transport, la transition d'économie que tu as besoin, ben, tu peux aussi poser la question, comment on va faire pour s'assurer que les gens ont de l'eau potable puis de la bonne bouffe? Puis là, tu commences à rentrer dans ta sécurité nationale puis dans l'impact que ça a, que des investisseurs étrangers commencent à contrôler des territoires un peu partout sur la Terre. Fait que quand tu le prends tout seul, c'est un peu bizarre vu de même. Mais quand tu le vois sur les 20, 50, 100 prochaines années, dans ce contexte-là, tu fais, attends une minute, là. On aurait commencé tout à se protéger là-dessus, puis à checker pour nos lacs, puis à checker comment faire la transition, puis il n'y a pas... Je comprends que c'est cool que le gouvernement fasse une réforme sur plein de dossiers, puis que la CAQ est bien active et qu'elle ne veut pas que les gens de Québec soient dans le trafic. Moi aussi. À un moment donné, il va falloir qu'on ait un peu plus de vision à long terme, puis qu'on regarde ces dossiers-là pour se préparer, puis arrêter de faire de la réparation, puis se mettre des plasters pour réparer les petits bobos. Fait que je comprends bien, j'étais avec un Johnny McDonald protectionniste puis un Maurice Duplessis qui veut faire de l'occupation du territoire. Non. J'ai ma figurine. J'ai pas ma figurine de Duplessis. On va t'en trouver une. Non, mais trouvez-vous que je suis fou? Non, t'es d'accord. Oh, oui, je suis complètement d'accord. Ouais. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas ce réflexe-là. Pourquoi c'est comme toujours, genre, le monde a accroché sur le terme chinois, ok, c'était pas super habile. Mais la question de fond, c'est même pas ça. Non, on veut pas stigmatiser des communautés culturelles. C'est pas le point. Le point étant que faut quand même s'interroger sur l'effet que va avoir la vente de territoire dans 20 ans à CRIF. Moi, de mon côté, plus tu peux être pas non, d'accord. Je suis complètement d'accord. Okay. Non, moi, c'est plus du côté futile, mais j'étais un peu content que ça arrive à Québec solidaire. Parce que, non, mais c'est parce que, dans la mesure où est-ce que quelqu'un fait une déclaration de bonne foi, est malhabile dans sa déclaration, puis tout de suite est traité de raciste, de colonisateur, puis tout ça, tandis que l'intention n'était pas mauvaise. Où l'intention n'était pas méchante, c'est juste dans la manière que ça a été dit. Puis je pense que c'est souvent Québec solidaire fait partie des acteurs quand quelqu'un s'exprimait mal ou était malhabile dans ces choses sans intention méchante. Les gens de Québec solidaire ont été les premiers à pointer du doigt. Puis là, ben, ils ont été un peu arrosés à leur propre jeu, dans la mesure où est-ce que c'est important de réfléchir sur les propos des gens, puis aussi leur intention. Puis après ça, on peut souligner de manière correcte en disant mais faites attention, maintenant que vous avez dit ça, ça portait tel type de stéréotype. Mais de là, traiter des gens de racistes du jour comme instantanément parce qu'ils font un propos malhabile, c'est là qu'on tire trop. Puis j'espère qu'il va y avoir des leçons qui vont être tirées de cela. Donc, continue mes jeux de nos poches. Asnatix et la zizanie. Donc, après 3 semaines de travaux, le climat à l'Assemblée nationale est déjà tendu. Puis c'est surtout entre le gouvernement puis l'opposition libérale. Catherine Fournier en a profité pour inviter ses collègues à faire preuve de hauteur. Au PLQ, Dominique Anglade a aussi demandé de relever le débat à l'Assemblée nationale. La CAQ laisse entendre que les libéraux n'ont pas encore digéré leur défaite. Oh. François, est-ce que, comme Catherine Fournier, tu es déçu du climat à l'Assemblée nationale? Oui, mais pas surpris. Ouais. Il faut que les gens à l'Assemblée nationale arrêtent de croire que la SNAT, c'est le centre du monde. On sent une frustration. Je me répète tout le temps, mais quand j'en parlais, même avec des gens de d'autres partis, il y avait une forte croyance que les médias ne suivraient pas ce qui se ferait en dehors de l'Assemblée nationale. Que le moment le plus payant pour un politicien,
c'est d'être bitch à l'Assemblée nationale et à la période de questions, évidemment. Fait que, pour eux, il y avait peut-être une volonté, puis oui, c'est cute quand tu parles des États-Unis, puis je comprends totalement ça, je suis le freak des States, là. Mais il y avait vraiment une analyse puis une croyance profonde pour eux que c'était pas possible. Mais je pense, puis on en parle souvent aux engagés publics des médias, les médias changent, ils veulent du clic. Puis on va en parler dans 2 secondes avec Sanders, mais je suis convaincu que des gens qui sont inspirants, puis je pense que Catherine Dorion, dans une certaine mesure, je ne veux pas te faire un trigger JS, mais Catherine Dorion, dans une certaine mesure, est capable de présenter, là, malgré elle, des fois c'est souvent sur la forme que sur le fond, mais capable de présenter une vision qu'elle ne livre pas du tout à l'Assemblée nationale et qui perce et percole totalement dans les médias. Fait qu'il faut que les politiciens réapprennent à présenter des solutions avec une vision cohérente, puis tenir ça plus longtemps que dans une question de 2 minutes qui bitch à l'Assemblée nationale, puis que dans le fond, là, si je veux être plus pragmatique, puis donner un exemple concret de ce qu'ils pourraient faire, c'est ils ont un objectif politique, ils ont un message politique, puis ils utilisent tous les outils à leur disposition pour le passer. Et ça veut dire les médias sociaux, les sorties, des stunts et l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale n'est qu'un des moyens pour faire pousser leur dossier. C'est pas the fucking moyen. Puis, peut-être pour surfer sur ce qu'on disait tantôt sur le législatif, l'exécutif, le judiciaire, la période de questions, c'est le moment où est-ce que le législatif pose des questions à l'exécutif. Mais ça, c'est 5% des travaux parlementaires. Le Parlement sert à débattre des lois, puis à voter le budget du gouvernement. Puis, quand on débat des lois, on est beaucoup plus en profondeur. On s'estime sur des choses un peu plus intellectuelles, ouais, il y a vraiment sur des valeurs, ouais, sur des débats de fond. Puis, la période de questions, si on questionne le gouvernement, on peut le faire dans les médias, comme tu dis, puis ailleurs. Mais la fixation qu'il y a, puis je disais, les commentateurs, c'est très rare qu'ils parlent de la période de questions. Puis on a vu que dans les médias aussi, ça s'est dilué. Tu sais, avant, la période de questions était diffusée en direct à RDI, puis ce genre de choses-là. Puis au final, c'est en train de prendre moins de l'importance. Puis c'est là que les politiciens doivent utiliser les médias sociaux, doivent utiliser d'autres moyens, puis être inspirants, basés sur les valeurs, puis basés sur de l'action politique. Puis je serais curieux de voir des chiffres qui analysent un peu la sortie de Catherine, parce que c'est sûr qu'au final, il y a un geste politique dans ce qu'elle a fait, il ne faut pas être naïf. Mais... Tu parles à Catherine Fournier ou Catherine Dorion? Catherine Fournier. OK. Tu poses bien la question. Non, effectivement, tu poses la question pertinente. Mais c'est un geste intéressé. Mais elle a sûrement bien plus carré en faisant un move comme ça, en faisant une tournée de médias, qu'en réclamant ça à la période des questions. C'est bien ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Il faut le continuer, il faut faire un travail de fond. Ce n'est qu'un seul moyen. Sortez votre tête de là. En même temps, en tout cas pour moi, la période de questions, c'est extrêmement... ça a quand même une grande valeur parce que c'est le moment où est-ce que les députés peuvent s'entretenir entre eux de sujets qui ne sont pas sur la table en ce moment pour voter des lois, etc. Fait que tu sais, si on a un projet comme... je sais pas, là, on peut parler de trucs qui tournent autour de l'environnement. Il n'y a peut-être pas un projet de loi en travail en ce moment, mais c'est la place où en parler aussi, non? Ouais. Mais c'est parce que je pense que quand tu es dans l'opposition, puis là, tu sors un sujet hors du chapeau comme l'environnement, au lieu de questionner le gouvernement en disant vous avez pris telle action politique, à place de faire des déclarations à l'emporte-pied, puis comme ça, on questionne le gouvernement sur ses valeurs, sur des décisions précises qu'il a prises, en rapport avec son rôle de député puis de législateur. Puis par la suite, on utilise des conférences de presse, des stunts médiatiques, politiques pour aller parler d'environnement ou des choses comme ça. Parce que sinon, ou si on questionne le gouvernement, c'est par exemple sur toute l'histoire du lanceur de l'alerte, son environnement, tout ça. Là, c'est l'endroit dans la chambre pour poser des questions sur l'action gouvernementale, mais des espèces de déclarations un peu sorties nulle part. T'es faussement outré. Ouais, c'est ça. Tu joues la comédie. Ça avance pas le débat.
pousse tes dossiers, tu veux faire quoi? Il y a des dossiers qui ont été très bien poussés par des députés en utilisant tous les processus législatifs comme mourir dans la dignité. Il y en a une foule. Il y a vraiment moyen, comme tu dis, LP, d'utiliser ces forums-là pour en parler. Puis c'est la bonne place, mais ce n'est qu'un seul canot parmi tant d'autres. Ben justement, notre freak des États-Unis, tu vas être content parce qu'on parlait un petit peu de tout ce qui s'est passé dans les derniers jours. Ouais. Parce qu'on se rappelle quand on suit l'actualité américaine, au bout de 24 heures, on a changé de sujet puis on a oublié tout ce qui se passe. Mais pour revenir, devant un impasse, Trump a déclaré une urgence nationale le 15 février dernier pour financer son mur. Rapidement, des États ont contesté en cours judiciaire l'urgence. Sinon, au niveau de la Chambre des représentants, on a même voté contre sa révocation. On a voté contre la révocation de l'urgence nationale. Puis, ça va toutefois prendre effet. Ça va pas prendre effet parce que les républicains contrôlent du Sénat. Sinon, on a Bernie Sanders qui a annoncé sa candidature à la présidence. La journée où il a annoncé sa candidature, il a amassé 6 millions de dollars. Sinon, Biden se laisse toujours désirer en affirmant que sa famille voudrait qu'il se lance. Puis, on a des connexions New Hampshire qui nous a dit qu'il commencerait à recruter pour des postes dans le New Hampshire, qui est un des premiers États dans les primaires américaines. Mm-hmm. Sinon, au niveau des problèmes juridiques de Trump, son ancien avocat, Michael Cohen, s'est présenté à nouveau devant le Congrès. Il était repentant. Il a déclaré que Trump était un raciste, un escroc, un tricheur. Puis il a notamment confirmé l'implication du président dans les paiements à la porn star Stormy Daniels. C'est ce qui serait une contribution politique illégale. Oh yes. Je pensais jamais dire porn star dans un podcast. C'est fait. Donc, LP, est-ce que Denis Arcand avait raison? Ben, pour moi, c'est encore la décadence de l'Empire américain. C'est pas le déclin? Non, c'est pas le déclin parce que malheureusement, fait que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, Cohen, il a pas mal confirmé toutes les accusations qui étaient déjà en place. Fait qu'il s'est fait poser des questions une par une à propos de le paiement, de qui est-ce qui a organisé les rencontres avec les Russes, etc. Puis il a juste comme confirmé absolument toutes les accusations. C'était quand même assez génial. Mais ce qui est tough, c'est que est-ce que tu devrais le croire? Parce qu'il a menti déjà sous serment au Congrès, en prison, entre autres, pour ça. Fait que pourquoi tu le créerais plus cette fois-ci? Je me fais l'avocat du diable, là, mais pourquoi cette fois-ci tu le crois, toi? Non, mais moi, je sais pas, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais je me mets plutôt à la place des gens qui vont devoir prendre des décisions. Peu importe que ce qu'ils disent ce soit vrai ou pas, ce qu'on va voir comme game, c'est des républicains qui disent que c'est un menteur avec Trump, puis des démocrates qui disent que c'est vrai, puis qui vont essayer d'entrer dans des processus. Fait que, je veux dire, le système est toujours aussi brisé. On cherche pas à avoir la vérité ou quoi que ce soit. On cherche à défendre notre propre parti. On cherche à défendre nos idéaux, notre base, les gens qui vont voter pour nous, le pouvoir pour le pouvoir, et non pas... Je pensais qu'il n'y avait pas de ligne partie aux States. Mais une chose qu'il faut savoir, c'est que Cohen, c'est pas un procès criminel. Donc, est-ce que tu peux dire, OK, le témoignage de Cohen concorde avec ce qu'on a entendu, c'est un recoupage de plus, une triangulation de plus, qui nous confirme un peu ce qui s'est dit. Maintenant, est-ce qu'on peut utiliser ce que Cohen dit comme pour faire impeachment? Non. Est-ce que Cohen sait des choses qui peuvent amener des enquêtes à trouver des preuves? Probablement. Donc, que ce soit un menteur, c'est pas Cohen qui va faire condamner le président, mais est-ce que Cohen peut nous permettre de mieux comprendre la situation puis de trouver des preuves qui vont permettre de condamner le président? Oui. Donc, est-ce que c'est un menteur? Peut-être, mais ce qui va donner des résultats, c'est peut-être les choses qu'il sait. Il serait un facilitateur. Oui, exactement. Ce qui est intéressant aussi, avez-vous écouté son témoignage? Ouais. Un petit peu, ouais. Moi, je travaillais en même temps, je l'avais sur le côté de mon écran. C'était assez frappant de l'entendre, surtout, je pense, vers la fin, où il a interpellé les républicains puis leur a dit « Vous êtes moi il y a 10 ans. Ouais. Je suis votre warning. Je suis le canari. Puis faites attention parce que vous allez soit vous retrouver à ma place ou en prison. » Puis j'ai vraiment trouvé que c'était un peu hardcore. J'ai trouvé ça intéressant. J'espère que ça va avoir chatouillé l'âme de certains républicains. Là. Je serais surpris, là, mais ça a l'air vraiment là, authentique comme moment. Ben, parlant d'authenticité, qu'est-ce que tu as pensé de Bernie Sanders qui s'est lancé?
je suis tellement content qu'il s'en vient, je suis tellement content qu'il se présente. C'est sûr que ça va être intéressant de voir comment chacun des candidats démocrates va se diversifier, va montrer sa différence, va se différencier, c'est le terme. Parce que là, on se retrouve avec lui, Warren, des gens pas mal à gauche, des gens plus au centre, et il y a beaucoup de monde. Fait que ça va être l'élément à regarder, comment on se différencie. Au pire du pire du pire, on aura un ticket qui est très semblable, genre Sanders-Warren, qui va simplifier la chose. L'autre affaire qui me flabbergaste et que je vais ramener quand même au Québec, fait que je fais l'inverse de ce que je fais toujours, de ramener les affaires du Québec au States, je vais ramener les affaires du States au Québec. En ramassant 6 millions de dollars, j'entends déjà du monde ici faire « Ah, wow, il est tellement beau, il est tellement bon ». C'est pas juste un culte de la personnalité. C'est la même affaire pour Ocasio-Cortez, c'est la même affaire pour Obama, et à la limite, c'est la même affaire pour Trump. Revenons à ce qu'ils disent, revenons à leur position, et revenons surtout au fait que ce qu'ils vont dire, c'est fait pour mobiliser le plus possible. C'est pas juste qu'ils sont bons en clip. C'est pas parce qu'ils sont charismatiques, là. Tu sais, d'habitude, on dit hey, « ça prend un jeune ». Sanders n'est pas jeune. Hey, il faut aller gagner les votes. Là, on est au PQ, il faut gagner les votes de la CAQ à droite. Là. Non, checker les positions, puis regardez les positions de Sanders. Puis, comme par hasard, on dirait qu'à la dernière élection, tout le monde a viré à gauche ses positions. La matinée, 4 ans de la CAQ, là, c'était pas super à droite. Là. On n'est plus dans abolir les commissions scolaires, là, Fait que regardez les enjeux. Regardez est-ce que le message est mobilisant. Ça, c'est bien plus des éléments... Puis je dis pas que c'est facile à faire, mais c'est bien plus des éléments de réponse que de juste dire « Hey, wow, c'est Sanders ». Les gens, ils vont pas parce que c'est Sanders. Les gens vont y aller puis ils vont lui donner de l'argent à cause de ce qu'ils croient puis ce qu'il peut faire. Grosse différence. Ben, l'espèce de j'allais dire le brisage, c'est pas vraiment un mot, mais la cassure, merci, de cette espèce on pourrait dire de plafond de verre ou de mur de verre si on s'en va vers la gauche, qui mène justement, tu sais, on dirait justement que quand il s'est présenté aux élections, il y a 2-3 ans, il a vraiment brisé cette peut-être résistance que les gens avaient par rapport à la gauche, peut-être un peu plus affirmée. Ouais. Puis finalement, tout le monde qui était un peu un gauchiste refoulé finit par se découvrir puis avoir espoir que la gauche peut exister aux États-Unis. Mais il a fait quelque chose de très différent. Puis ça a commencé avec mon Barack, My Barack. Les deux ont ramené un discours économique de la gauche. Puis ce qui gosse JS très souvent, c'est qu'il y a un certain discours à QS qui est plutôt identitaire. Puis la gauche ou l'espèce de progressisme que... Ouais, oui, c'est bien choisi. Ouais. Parce que toi, le progressisme que tu défends, c'est un progressisme économique. Ben oui, je veux que tout le monde ait une chance égale, je veux que les gens soient pas laissés derrière, tout ça, puis la plupart des choses qu'on essaie de combattre quand on est dans cette gauche individualiste-là, ben si on réduit les inégalités, on va régler 90% du problème. Ouais. Puis tu sais, ce dont tu parlais, LP, c'est pas mal ça qui a été ramené dans le discours et poussé, là, comme tu dis, le plafond de verre. C'est ça qui a été poussé, parce qu'avant, ce qui était progressiste, là, je prends les étiquettes, là, la gauche ou le progressisme, mais ces affaires-là, c'était plus ou moins cohérent, c'était une espèce d'opposition à la poussée d'acné qu'il y a eu dans les années 80 de la droite, puis que c'était partout, puis que c'était gros, on ne sait pas trop comment l'amener, mais c'est venu de la base, c'est venu des organisations communautaires aux States, puis ce discours économique-là est redevenu plus mainstream. D'un côté, j'ai de la misère à attribuer ça à ton préféré, Barack Obama, parce que malgré tout, bon, dans les actions, il n'y a pas grand-chose qui ont fini par changer. Entre, la réforme de l'assurance santé, mon homme. Oui, c'est bon, OK, ça c'est l'affaire, mais d'un point de vue grande économie américaine, je vois pas vraiment une gigantesque différence, puis au final, après 2008, c'est les banquiers qui ont gagné, les institutions financières qui ont gagné. Puis aujourd'hui, il a fallu qu'ils interviennent puis crachent de l'argent. Oui, non, mais c'est correct qu'on peut lui donner des excuses ou quoi que ce soit. Puis qu'il y ait des excuses ou pas,
peu importe, il n'y a pas eu de changement radical, mais bon, on n'est pas en train de faire le procès de Barack Obama ou quoi que ce soit. Mais dans les dernières années, comme je disais, je pense que les gens ont peut-être été un peu plus capables de s'affirmer, mais peut-être aussi qu'ils s'affirment des deux côtés. Puis les extrêmes, autant à gauche ou progressistes qu'à droite ou disons, les suprémacistes blancs, trumpiens, ou etc. Il y a un populisme économique entre les deux. Là. Il y a quand même un lien entre des trumpistes et des senderistes. Bernier. Des centristes. Tu penses-tu quand même que s'il est élu, il va faire plus qu'Obama? Il va être capable de changer de quoi? Mettons qu'il y a un congrès, là, 2 ans avec lui. Le congrès, il peut faire ce qu'il veut. Je pense que oui. Parce que je pense que la façon que sa propre base est activée, c'est vraiment sur des projets très progressistes, très à gauche. Contrairement à ceux de Barack Obama, je sais que tu les connais probablement énormément mieux que moi, mais j'ai l'impression que c'était plus peut-être sur un côté de, oui, un côté justice sociale, etc., mais beaucoup moins de déplacement vers la gauche. Non, c'était plus équilibré, je suis d'accord. Puis, en fait, moi, j'ai dernièrement, pour parler peut-être justement de quelqu'un d'autre, j'ai commencé à écouter Elizabeth Warren, puis j'ai été extrêmement surpris. Ah ouais? Sérieusement, je trouve qu'elle est extrêmement forte, surtout du côté géopolitique, toutes ces questions-là autour de l'arme nucléaire, la politique, la guerre, toutes ces questions-là, elle a vraiment des positions super intéressantes. Tu sais, comme par exemple, elle veut déclarer que les États-Unis s'engageraient à ne pas utiliser l'arme nucléaire en premier recours ou quelque chose comme ça, là. Alors que peut-être ces temps-ci, c'est pas tout à fait ça que les gens peuvent voir, là. Puis, tu sais, en plus, c'est quand même bien que Trump l'a pas utilisé en fin de semaine, là, parce que là, il était genre au Vietnam, je pense, pour négocier avec Kim Jong-un. Je vais reprendre une joke d'un commentateur américain. C'est cool que Donald Trump aille finalement au Vietnam, parce que bien sûr, il n'a pas participé à la guerre du Vietnam, étant un riche... Cohen qui a révélé que selon lui, il a volontairement... c'est assez clair. Il s'est caché. Donc, pour plus de détails, je vous invite à écouter notre podcast, notre petit frère de podcast, ça s'appelle Pod Save America. C'est un petit podcast obscur. Ouais, on peut copier ce qu'on fait. On peut copier ce qu'on fait, puis vous pourrez avoir plus de détails. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore eu le temps de suivre les nouvelles de cette semaine, voici un petit peu ce qui s'est passé en bref. Donc, la CAQ s'est dit très ouverte à un projet de stade de baseball à Montréal. Québec solidaire s'oppose. Selon une étude, c'est la soif de changement qui a été le grand moteur de vote à la CAQ à la dernière élection. Sinon, au niveau des maternelles 4 ans, pour ceux qui écoutaient le podcast live le soir de l'élection, prenez une gorgée. Au niveau de la maternelle 4 ans, la CAQ annonce 250 nouvelles classes et c'est la panique dans les garderies. Sinon, au niveau du climat, le PQ a déposé un projet de loi qui veut imiter le pacte. Le PQ veut aussi la fin du cours d'éthique et de culture religieuse. Le ministre Roberge veut justement remanier ces cours. Le premier budget Legault sera annoncé le 21 mars et on a un surplus d'au moins 2 milliards qui est projeté. Sinon, les médecins sont prêts à donner plus de place aux super infirmières selon Danielle McCann, la ministre de la Santé. Elles pourront poser des diagnostics médicaux. Après les avoir dénoncés, Legault trouve des qualités au trop perçu d'Hydro-Québec. La réforme du mode de scrutin ne sera pas cautionnée par un référendum, réitère la ministre Lebel. Puis justement, le PLQ va revoir sa position sur la réforme la réforme du méthode de scrutin. Sinon, dans l'autre pays au Canada, le Bloc s'engage à porter la voix du gouvernement Legault à Ottawa. Québec solidaire restera neutre pour les prochaines élections fédérales et finalement, l'Ontario ne veut pas davantage d'électricité québécoise. Des choses à ajouter, les gars? Je vais y aller tout de suite avec la CAQ et la réforme du mode de scrutin. Je suis quand même content que la ministre, dont le nom m'échappe, continue les démarches pour avancer le dossier, donc en payant, surtout en donnant un financement à l'organisme qui en fait la promotion. J'aime sentir et voir que c'est toujours dans le plan du gouvernement. Je suis pas naïf, je m'attends quand même, je sais pas ce que vous en pensez, là, que le gouvernement va
étirer la sauce Ouais. jusqu'à la fin de ce mandat-là. Mais tant que le gouvernement fait avancer le dossier, je suis satisfait. Il y a un moyen super simple, super efficace si vous êtes à l'écoute en ce moment pour faire pression sur le gouvernement. Si jamais vous avez un député caquiste, vous pouvez appeler à l'Assemblée nationale, demander à parler au bureau de comté de ce député caquiste et dire gentiment que vous voulez vraiment que la réforme passe et que vous voulez laisser ce message-là à votre député. Vous pouvez appeler au 1-866 député avec un S. 1-866 député avec un S. C'est super efficace, faites ça. Ça m'étonne qu'il ait fait un numéro 800 pour que les députés soient plus facilement rejoignables. Je pense pas que c'était ce qu'ils avaient en tête quand ils l'ont créé, mais on va l'utiliser. Louis-Philippe, sinon toi de ton côté? En fait, je voulais parler de... Bon, c'était peut-être pas tout à fait dans les sujets, mais j'ai vu ça de mon côté à propos de la Bourse du carbone, que, bon, là, il y a plus tant de monde que ça dans la Bourse du carbone avec le Québec. Il y avait avant l'Ontario, puis, mais ils se sont retirés, avec la Californie toujours. Puis, dernièrement, on a annoncé qu'il allait avoir, que le Québec allait faire quelque chose comme, je pense, 300 millions, quelque chose comme ça, avec la Bourse du carbone. Puis, on a comme un modèle vraiment particulier, puis qui fonctionne super bien parce qu'on a un contrôle sur le prix de la tonne de carbone. Donc, il y a beaucoup de pays qui pensaient que le modèle de bourse du carbone allait pas tant fonctionner parce que, bon, c'est un principe de demande et supply and demand. Offre et demande. Offre et demande, merci. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des pays ou des organisations qui vont être très écologiques, puis il n'y a personne qui va être capable d'acheter leur... il n'y aura pas beaucoup d'échanges. Mais en fait, ce qui s'est passé ici, c'est, bon, au Québec, la plupart de notre énergie est hydroélectrique, pas ou pratiquement pas. Fait que nous, on achète. Donc, nous, on achète. En fait, exactement. Dans le fond, c'est les gens nous payent pour qu'eux, ils puissent polluer, dans le fond. Fait que, on fait de l'argent. Exactement. On finit par faire de l'argent avec cette histoire-là, justement parce que la plupart de notre énergie est créée de façon à peu près écologique. Dans le fond, au Québec, 40% des émissions, c'est les transports. Alors qu'ailleurs, il va y avoir beaucoup, on pense à des usines de charbon, gaz naturel, puis pétrole. Mais on finit par gagner à travers ça, alors que, je me souviens, il y a 10 ans, les gens criaient au meurtre parce que ça allait tuer notre économie. Au final, on s'en sort très bien, puis je pense que ça a quand même des impacts positifs sur la chose. Un bon point. Mais on va pas être trop optimiste. En ce moment, la tonne de carbone est à 20$. Et pour qu'on s'en sorte, il faudrait qu'elle soit à 180$ ou quelque chose comme ça. Okay. Fait qu'il reste un bon hike. Donc, les gars, avez-vous quelque chose de neuf dans vos vies cette semaine ou des suggestions à nous faire? François, tu avais l'air d'avoir quelque chose? Oui, la semaine passée, j'étais allé donner une petite conférence dans un cours à l'Université Laval, un cours de Sciences Po. Merci encore à Thierry Jasson qui m'a invité à parler de collecte de données dans les campagnes à l'Université Laval. J'ai, dans le fond, super aimé ça. Premièrement, c'est dans une classe vraiment spéciale. C'est comme une classe, ils sont comme, je dirais, 15, 30, 20, c'est pas une grosse classe. Ils sont tous divisés en îlots et en équipes à chacun des îlots. Comme à la maternelle, 4 ans. Mais chaque îlot a une télé derrière eux, puis ils peuvent projeter sur les télés, projeter sur l'écran principal, puis c'est super interactif, puis c'est qu'une classe en travaux pratiques, puis en tout cas, c'était assez spécial comme format, c'était bien intéressant. Sinon, j'ai jasé avec eux, dans le fond, plus ça va être des thèmes qui vont revenir de ce qu'on a dit il n'y a pas longtemps, mais j'ai jasé avec eux de comment l'analyse de la donnée qu'un parti collecte, ça leur permet d'envoyer des messages qui sont optimisés, surtout pour rejoindre l'audience payante. Puis que, pensez à ce que j'ai dit tantôt sur Sanders, tout ça est fait en vue de sortir le vote. Donc, la conversion que tu as à faire avec tes messages, c'est le vote. C'est donc de mobiliser et non pas de gagner la fucking journée. Dans les médias. Dans les médias. Donc,
tout ce que tu fais, en fait, dans tous tes canaux de communication, peu importe c'est où, ça peut être dans les médias, l'idée, c'est de mobiliser une masse. Puis je rappelle mon chiffre préféré, Romney et Trump ont eu le même nombre de votes. L'électorat qui s'est effondré, qui n'est pas sorti voter, c'est l'électorat démocrate à la dernière élection qui n'a pas été mobilisé. Donc, tous tes messages doivent être faits pour mobiliser. Sinon, de mon côté, pour être un peu baveux, il va y avoir une manif antiraciste contre Québec solidaire samedi. Non, mais donc, on n'est pas raciste, donc on évite les gens. Ben voilà, exactement, parce que tu as un petit propos malheureux, ça vire en manifestation. Donc, sur cette invitation sarcastique, Louis-Philippe, as-tu quelque chose à nous proposer? Oui, ben je vais aussi vous parler de manifestations, mais culturelles cette fois-ci. Hein. En ce moment, c'est Montréal en lumière. Moi, je sors pas de l'île, donc On a le titre. Montréal en lumière. Puis samedi, le 2 mars, ça va être la Nuit Blanche. Donc, si jamais vous avez envie de participer à cette grande expression, je vous encourage. Louis-Philippe est un grand fan de l'Institut Goethe, l'Institut culturel allemand qui est situé au coin d'Ontario-Saint-Laurent. Puis habituellement des expositions ou des démonstrations artistiques assez particulières. Faut être ouvert d'esprit. Exactement. Je veux des détails, c'est quoi? Des affaires de collage avec des lampes à l'envers collées sur le plafond. Genre moderne, puis de la SMR. C'est moderne en salle. C'est moderne en salle. Je suis chaud dans l'oreille, moi je suis out. C'est quelque chose, mais ça vaut la peine d'aller faire un détour. Donc sur ça, c'était notre épisode de cette semaine. Abonnez-vous à notre balado sur Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud et Spotify. Suivez-nous sur notre page Facebook, Twitter et YouTube. Engagez-vous en visitant notre site engagépublic.com. À la semaine prochaine. C'est fort. 3, 2, Tony, check les notes. C'est comme un Ah, pas capable de décrocher. Il veut être dans l'épisode. Ouais, c'est ça. Il va nous appeler. Il va l'être, là, c'est ça. Je pense que le titre de l'épisode, ça va être Get a Life, Denis. Just get a life. Ce n'est qu'un seul canot parmi tant d'autres. Merci de m'entendre chialer. Toi, tu mettras ça à la fin. Ça fait plaisir. D'accord. C'est fliquant.